accepté automatiquement par Fun à la fin du MOOC, pour ceux qui sont allés au bout du MOOC et qui ont répondu aux 4 QCM. La certification est une certification qui est délivrée en l'occurrence par l'ISIPCA. C'est donc un certificat visé par l'ISIPCA et qui sera, vous aurez une surveillance en ligne avec un 5e QCM auquel vous devrez répondre et un QCM qui devrait comporter 24 questions et donc ce sont des questions qui seront surveillées. Donc vous retrouverez également dans activité et évaluation toutes ces informations sur les certifications finales pour ceux que ça intéresse. Je souhaiterais rappeler que un petit peu l'environnement du MOOC. Je voudrais vous donner quelques chiffres sur le MOOC. Je pense que c'est intéressant de vous donner quelques informations sur cet événement auquel vous participez. Donc 3889 inscrits, 99 pays représentés, c'est considérable, 70% de Français, et nous avons comme second pays le Maroc, qui arrive donc juste bien devant les USA et le Canada, avec 3,5% des apprenants actuellement. Donc bienvenue à nos amis marocains. Vous êtes à peu près 150 participants à prendre part à ce MOOC et je vous en félicite et je vous en remercie. Les USA et le Canada représentent une 130 ou 140 participants. Nous avons ensuite la Belgique et bien d'autres pays qui suivent également ce MOOC, parmi lesquels, déjà que je les retrouve, l'Italie, l'Allemagne, l'Algérie et d'autres pays. À vrai dire, Jean-Pierre, je ne vais pas retrouver le chiffre. Est-ce que l'audio est correct là pour tout le monde? Est-ce que vous me suivez encore? Ok, c'est bon. C'est bon. Sur le chat, tout le monde me répond. Tout le monde a l'air de parfaitement s'approprier l'outil. Bien, merci à tous. Bien, donc nous allons donc sans attendre aborder donc les questions. Donc je souhaiterais revenir sur la question d'un participant qui est, je suis désolé, je n'ai que vos pseudos. Donc c'est Morel sur la théorie du Caturin. Effectivement, c'est alors pour ceux qui ne sauraient pas qui est le Caturin, c'est une personne qui a mis en évidence que les atomes et les molécules, enfin les atomes en particulier, pouvaient avoir plutôt que par un procédé de clé de serrure comme notre participant Sémorel l'a évoqué dans sa question, les atomes seraient amenés à vibrer. Et en vibrant, il serait possible donc de les identifier, de les isoler, et éventuellement même une théorie qui tendrait à dire que cette théorie vibratoire suivrait éventuellement un certain plan harmonique. Inutile de vous dire donc que c'est quelque chose qui s'associe largement à la musique, qui pourrait avoir peut-être un lien avec la musique. Mais là, dans le cas présent, il s'agit simplement de vibration et c'est une théorie qui est une théorie sur laquelle il y a des recherches. On ne peut pas dire actuellement, je ne peux pas vous dire avec... il y a pas mal de recherches, il y a pas mal de choses qui sont actuellement en cours d'étude et cette théorie est partagée par certains chercheurs, pas par d'autres. Donc c'est encore... on ne peut pas dire encore que la communauté, je dirais, des chercheurs fasse totalement front autour de cette théorie. Voilà pour ce qui est de la théorie du Caturin. Malheureusement, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, je vous félicite d'avoir lu L'homme qui entend les parfums de la Chandeleur dure, parce que c'est véritablement une très jolie, une belle œuvre. Jean-Pierre. D'accord. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, le live sera disponible en différé à partir de demain sur la plateforme Fun.
à laquelle vous avez déjà accès pour suivre ce book. Donc, la seconde question qui avait été, une question qui avait été évoquée, vous pouvez en poser d'autres, hein, naturellement. Vous pouvez en poser d'autres par chat, je pense que c'est simple, puisque par chat, on me les relaie ensuite. Il y a une question sur le langage des parfums qui a été notamment posée par Montigo. Une question qui tendrait à mettre en évidence, oui, pardon, il s'agissait en fait d'une réaction à la vidéo d'Amélie Bourgeois qui parlait de rondeur et de pétillance en parlant de certains parfums, de certaines molécules, de luminosité, de moelleux, ainsi de suite. Alors, je tenais à répondre à cette question, je tenais à y répondre parce que il me semble, ça fait véritablement partie de l'ensemble de l'enseignement de l'ESICA que d'enseigner aux jeunes étudiants justement le langage des parfums. On peut discuter de parfumerie, on peut parler de parfums. À un moment donné, il faut bien appréhender un langage qui est un langage commun, et il faut bien parler de la même chose. Et notamment dans les entreprises de parfumerie, soit une société de composition, tout comme chez les parfumeurs de niche ou autres. Lorsque le parfumeur est amené à discuter avec des hommes de marketing, eh bien, il a du mal quelquefois à mettre le curseur exactement là où il le souhaite. Il a du mal à exprimer ce qu'il veut exprimer. Donc ça, c'est vraiment une question de langage, une question véritablement de sémantique. Il faut bien qu'on fasse appel à la même sémantique. Et ça, c'est véritablement tout un langage qui s'apprend à l'ESICA tout au long des études et pendant les 3 ans, en l'occurrence, de Master of Science ou des autres formations. Ce sont les étudiants apprennent ce langage et l'appréhendent. C'est un champ lexical qui est complexe et qui nécessite d'être extrêmement précis quand on parle d'une chose. Je ne pourrais pas en une soirée, je ne pourrais pas non plus dans le cadre de ce MOOC aller plus avant dans cette question du langage des parfums. Pour chaque matière première, quand on parle de matières premières vertes qui sont la tige, qui éventuellement, quand on parle de langage floral, quand on parle éventuellement de notes mielées, de notes rondes, de lumière, quand on parle de notes marines, tout cela renvoie à une molécule, à un ingrédient particulier et à un aspect particulier. Oui, Jean-Pierre, on peut passer à la question suivante. Donc, quelles sont les matières premières qui ont une note savonneuse? Alors, ce sont essentiellement les aldéhydes qui ont une note savonneuse. Parmi les aldéhydes, vous avez différents aldéhydes qui renvoient notamment à une note savonneuse, une note de propre, une odeur de propre. Vous avez notamment les aldéhydes C8 qui renvoient une note essentiellement citronnée, et puis les C9, C10 et C11 qui, en général, renvoient une note plutôt de propre et de chaud. Voilà. Donc, c'est essentiellement les aldéhydes qui renvoient ces notes de propre et ces notes savonneuses. Voilà, ça c'était en réponse à la question donc, de MTCHR. Le pseudo, je suis désolé, ne signifie pas grand-chose, mais je pense qu'il se reconnaîtra. La pyramide olfactive, donc c'est un... Oui, nous avons résumé la question de LC Fun. Je crois qu'LC Fun, vous êtes en ligne. J'ai vu votre pseudo s'afficher tout à l'heure parmi les chats. Donc, une question concernant les citrus. Sont-elles condamnées à rester des notes de tête? Existe-t-il un moyen de les garder tout au long du développement olfactif d'un parfum de la tête au fond? Eh bien non, il n'est pas possible malheureusement de les garder tout au long du développement olfactif d'un parfum. La note de tête est jouée, c'est la première note, c'est une des premières notes que l'on sent lorsque l'on applique un parfum, soit sur les vêtements, soit sur la peau, après évaporation, je dirais, de l'alcool. Et c'est cette note qui perdure une dizaine, une vingtaine de minutes, une demi-heure tout au plus. Et c'est une note en général souvent aldéhydée, souvent une note basée sur la bergamote, sur le citron, sur les eaux de Cologne par exemple. Voilà.
Donc oui, la séparation tête-cœur-fond est toujours d'actualité parce que c'est compliqué d'enseigner. La pyramide olfactive, elle est mot ce qu'elle est mot. Certains parfumeurs vous diront que la pyramide olfactive, c'est un truc qui est complètement dépassé. D'autres continuent aujourd'hui de percevoir les parfums de façon tridimensionnelle par l'intermédiaire de cet outil. Et ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'un moyen. Il est clair que la réalité d'un parfum est plus complexe puisque ces notes sont imbriquées les unes dans les autres et qu'il faut laisser du temps au parfum pour qu'il s'exprime. Donc la pyramide olfactive est une vision, est un outil un peu intellectuel qui tente à expliquer les parfums et à expliquer également la dégradation en fonction de la volatilité des ingrédients et des matières premières qui composent ce parfum. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu. Donc les parfums modernes répondent-ils toujours à cette séparation ou les parfums actuels peut-être un petit peu moins, pour certains en tout cas, puisque ce sont souvent des parfums très puissants et plutôt avec des notes assez, des notes fortes, des notes puissantes, des tonalités qui sont véritablement prégnantes et qui font que eh bien, cette dégradation justement des ingrédients étant un peu moins forte du fait de la puissance même des ingrédients utilisés, fait que eh bien, cette pyramide olfactive est peut-être un peu moins perceptible, un peu moins visible. Tout état de cause, pour la plupart des parfums un petit peu plus nuancés, dans certains cas, oui, je pense que ça peut continuer d'être un outil utile. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante, Jean-Pierre? Oui. Alors, la formation en parfumerie par Madame Céline. Existe-t-il une formation en parfumerie offerte en ligne à distance par correspondance par l'ISICA ou un autre établissement réputé pour y recommander fortement? Non, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formation équivalente à ce MOOC qui sont offertes sur la parfumerie en l'occurrence, de manière gratuite. Il n'y a pas non plus de formation digitale en ligne offerte par l'ISIPCA. Nous y travaillons, c'est une demande de nos clients, c'est également une demande de nos étudiants. Nous essayons de devoir de digitaliser davantage l'information. L'objectif étant de les illustrer différemment, l'objectif étant également d'avoir accès à de nouveaux outils pédagogiques. Mais nous n'avons pas, que ce soit dans les filières commerciales et marketing ou les filières scientifiques et techniques, pour l'instant, de formation qui soit à 100% digitale. Oui. Est-ce que je réponds aux questions qui sont en chat? Merci. Alors, une question qui est posée par quelqu'un qui a le pseudo de Fragosphère. Donc, Fragosphère, j'ignore qui vous êtes exactement, mais je crois que vous êtes connecté tout à l'heure. J'ai vu dans le chat votre pseudo. Vous avez posé plusieurs questions. Et, excusez-moi, il y a vous avez posé plusieurs questions, notamment, j'ai retenu, vos questions ont été envoyées à tout un panel, si je peux dire, toute une équipe de chercheurs, oui. Donc j'espère que vous aurez une réponse prochaine. En tout cas, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en train de se pencher sur la question. J'ai retenu celle sur les 3 cornets et l'organe voméronasal. Alors les 3 cornets, ces cornets, ce sont des cornets que nous avons à la fosse nasale. Vous les avez tous. Et ces cornets ont une importance puisqu'ils servent en général à humidifier l'air que l'on respire et également à jouer sur le volume d'air. Alors, il semblerait que ces cornets également aient une importance dans la perception des odeurs, puisqu'ils sont en lien avec les récepteurs olfactifs. Mais pour l'instant, les études sont menées dans ce cadre-là et on n'en sait pas beaucoup plus. On sait que l'usage, en tout cas, des 3 cornets, qui sont les cornets, en l'occurrence, c'est de la peau, hein, c'est de la peau qui a une particularité, c'est qu'elle se contracte, qu'elle se dilate en fonction de l'humidité, du froid, ainsi de suite. Il y a pour objectif de préserver les poumons des poussières et éventuellement du
du froid intense de l'air. Et donc, c'est un organe qui régule en permanence le volume d'air, mais également la température de ce dernier, son humidité, ainsi de suite. Et on sait que ça a une influence également sur la qualité de notre olfaction. Quant à l'organe gloméronasal, lui, cet organe que nous perdons effectivement avant de 13 mois, quand nous parlons d'organe gloméronasal, on doit nécessairement évoquer la question des phéromones. Et donc sur la question des phéromones, je suis un petit peu sec, parce que d'un point de vue olfactif, il semblerait que l'être humain ait perdu, euh, puisqu'il l'a perdu avant ses 13 mois, complètement l'usage de son organe voméronasal, qui est, je vous rappelle que les phéromones, c'est le principe des phéromones, c'est que lorsqu'un animal, un mâle rencontre une femelle, immédiatement la femelle se met en position donc, de reproduction. Donc c'est une connotation sexuelle. Pour ce qui est de l'homme, il semblerait que ce soit beaucoup plus complexe. Et donc l'organe voméronasal est de ce point de vue-là extrêmement minoré et a été réduit à sa plus simple expression. On sait qu'également on sait que les phéromones ont peut-être une influence également il y a certainement des effets sur l'olfaction, mais on ne les mesure pas encore très clairement. Et de toute façon, euh, ça fait quand même l'objet en termes de neurosciences d'un cours à part entière qui, je peux vous le dire, est assez complexe. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus avant sur cet organe voméronasal que certains ont dû découvrir à l'occasion de la question de phragosphère, que je remercie. Et pour le reste donc des questions que vous avez évoquées, eh bien, j'espère que nous trouverons une réponse à ces questions dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Voilà, y a-t-il d'autres questions auxquelles je pourrais tenter de répondre? Oui. J'ai collecté une dizaine de questions. D'accord. Donc, tu as l'air d'un petit peu accès que tu réponds. D'accord. On va mettre un écran d'attente. 2 minutes, réponse, je vais mettre à l'écran. Okay. Et pendant ce temps-là, tu prépares les réponses à une sélection des questions qui ont été posées pendant le chat. D'accord. Tu les présentes. Donc, nous avons relevé une bonne dizaine de questions et je vais en sélectionner quelques-unes pour y répondre. Si vous pouvez me laisser quelques minutes afin de me pencher sur ces dernières et d'en prendre connaissance, je vous en remercie. Ok. Je peux venir ici. Oui. 5. Question. Est-ce que tu as dit sur comment? En attendant.
Bien, nous allons reprendre. Donc, on a fait une sélection de questions parmi toutes celles que vous aviez posées. Donc, je vois que vous échangez pas mal par chat, c'est bien. J'espère que vous servez également de l'espace sur Facebook. Je pense que oui. Alors, les questions auxquelles on n'a pas répondu, effectivement, vous pouvez les reposer sur le forum de discussion. On est bien obligé à un moment donné de faire une sélection des questions qui sont évoquées. Nous préparons les questions pour pouvoir vous les projeter. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. 15 secondes. Fait-on savoir que les citrus sont bien partis. Alors, pour le certificat, est-ce à passer chez soi et en direct? Ça se passe comment exactement? Oui, ça se passe chez vous et en direct. Le surveillant, parce qu'il y aura un surveillant en l'occurrence, une société de surveillance extérieure, va vérifier votre environnement, on va vous demander peut-être de manipuler un petit peu votre webcam, de regarder un petit peu votre environnement de travail, de vérifier qu'il n'y a pas d'autres postes de travail connectés, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est situé juste à proximité et qui pourrait éventuellement vous transmettre des réponses aux questions. Et donc, cette personne va, via votre webcam interposée, vous surveiller pendant que vous répondrez au questionnaire de 24 questions. Voilà, donc c'est vraiment une épreuve surveillée, si on peut dire, et durant laquelle vous n'avez pas le droit d'avoir accès à des sources extérieures, pas le droit de consulter votre smartphone, pas le droit de consulter un autre poste de travail, de vous adresser à quelqu'un de votre entourage ou répondre à une quelconque question. Cela invaliderait automatiquement à ce moment-là le questionnaire que vous êtes en train de remplir. Voilà. Jusqu'à quand peut-on s'inscrire à la certification? Alors, l'inscription à la certification se fait entre le 22 novembre et le 22 décembre. Et vous retrouverez ces informations sur la page qui s'affiche actuellement, donc du 22 novembre au 22 décembre. Donc, vous voyez, vous avez toutes les informations sur le déroulement de l'examen et sur les conditions également de passage de cet examen. Voilà, n'hésitez pas à le lire bien en détail parce qu'il y a pas mal de choses à respecter, notamment pour la prise de rendez-vous auprès de l'organisme de surveillance et pour la réalisation de l'examen et son bon déroulement. Il faut à minima que tout fonctionne et que votre webcam et que votre poste de travail donc soit optimisé pour le passage de cette épreuve. Comment connaître la véritable formule du premier chiffre de Coty? C'est une bonne question. Là, il faut utiliser le chromatographe. La chromatographie gazeuse, en l'occurrence, est un bon procédé qui permet de séparer les molécules olfactives. Donc, vous pourrez connaître éventuellement la composition du chiffre de Coty en utilisant la chromatographie. C'est un équipement qui coûte un petit peu cher pour un particulier, me semble-t-il, mais en faire un investissement, c'est possible. Ce moyen utilise en fait le principe de la pression et de la chaleur, et donc on va par vaporisation distinguer chacune des molécules et séparer
et elles vont apparaître ensuite sur votre écran, sur une application, sous la forme d'un graphe qui met en évidence donc la concentration des différentes molécules. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez la recette de cuisine, vous ne savez pas dans quel ordre ont été mis les ingrédients. Donc ça, c'est quelque chose que vous devrez éventuellement étudier de votre côté. Et oui, la recette, c'est comme une recette de cuisine. Si on met les jaunes d'œufs avant les blancs, il ne se passe pas tout à fait la même chose. Donc là, une recette en parfumerie, c'est un peu pareil. Par ailleurs, quand vous aurez identifié qu'il y a tel ingrédient dans la recette de parfumerie, eh bien, vous ne savez pas si cet ingrédient est un ingrédient artificiel ou un ingrédient naturel. Je m'explique. Vous avez des ingrédients qui sont des ingrédients naturels, donc qui sont des extraits, qui ont été extraits de produits naturels, d'ingrédients de matières premières naturelles. Ces produits, lorsqu'ils sont copiés par l'industrie, sont des produits qui deviennent des produits synthétiques. Et lorsque ce sont des produits qui sont tout à fait inventés par l'industrie, ce sont des produits artificiels. Cela, on ne les évoquera pas, nous ne les utilisons pas aussi peu en parfumerie. Donc, on parlera plutôt je dirais, d'ingrédients, de matières premières naturelles ou synthétiques. Et donc, la difficulté, c'est de distinguer. Quand on a un pic comme cela qui apparaît dans une chromatographie, et bien de savoir si cette molécule fait partie d'un ensemble complexe qui est naturel, ou au contraire est une molécule individuelle qui est produite par l'industrie. Et ça, seule l'expérience, je dirais, de l'analyste qui est en face de son écran peut le distinguer en fonction, je dirais, des molécules avoisinantes. N'y a-t-il pas un langage propre à chacun, comme pour la description d'un tableau? Si, bien sûr, absolument. Le seul inconvénient, c'est que lorsqu'on a un langage, on peut avoir un langage par entreprise, on peut avoir un langage par communauté, et à un moment donné, il faut bien réussir à avoir un langage commun pour pouvoir échanger sur un même parfum ou sur un même tableau. C'est pour cela qu'il y a des gens qui font l'histoire de l'art, c'est pour cela qu'il y a des gens qui étudient également la parfumerie dans des écoles telles que l'ISICA ou d'autres écoles. L'objectif étant à un moment donné d'acquérir, de découvrir des moyens qui permettent à la fois des moyens qui sont des moyens techniques, mais également des moyens, je dirais, lexicaux, d'acquérir un langage qui permette de se comprendre. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on exprime un mot, ce mot a à peu près la même signification, ou il n'a pas à peu près, il a exactement la même signification pour chacune des personnes. C'est extrêmement important, la question du langage, et le langage est un élément qui est très fortement étudié à l'ISICA. On fait une pause de 15 secondes. Merci. Yes, I apologize for the English people. Maybe on the chat. Would it be possible for you maybe it would be more convenient for you to ask any question on the forum of discussion on the fun platform directly, because we have not a possibility of answering to the question directly online. So I apologize because it's not unfortunately it's not very convenient. It's not very doable for me to answer to your question directly online. So might it be possible for you maybe to ask any question on the forum platform, and I will do my best for answering to your questions. I hope that it will succeed and it will please you. Je continue en français. Sorry for the English people. S'il vous plaît, je voudrais savoir si, d'après votre expérience, il y a une différence énorme entre les odeurs synthétiques et les odeurs naturelles. Alors, c'est une question. Voilà comment je lis votre question. Non, dans l'absolu,
une odeur, enfin une molécule synthétique, pour parler exactement, une molécule synthétique est souvent une molécule qui est destinée à copier une molécule qui aurait pu être extraite d'un ingrédient naturel. Mais pour une raison que j'ignore, et c'est le résultat d'une recherche que je veux lire, c'est un chercheur qui me l'a livré, et qui me disait, pour certains ingrédients, on ignore pourquoi. Lorsqu'on synthétise une molécule qui est une molécule extraite à l'état naturel, lorsqu'on la synthétise donc de manière artificielle, pas de manière artificielle, de manière synthétique, on la copie, eh bien, pour certaines molécules, eh bien, il y a une petite nuance, une petite différence. C'est la nature. Et c'est assez troublant. Donc non, il n'y a pas une différence énorme entre les odeurs synthétiques et les odeurs naturelles, si telle est votre question. Il n'y a pas de différence énorme entre une molécule synthétique et une molécule naturelle. Elles ont exactement la même atomistique, elles se présentent de la même manière. Mais cette petite nuance, personnellement, me pose question et m'intrigue. Les sens ne s'émoussent-ils pas avec l'âge? Malheureusement, certains sens, si. Par exemple, l'ouïe. L'ouïe s'émousse, probablement que il est probable que tous les sens s'émoussent avec l'âge, mais j'ai souhaité garder cette question parce que il y a une seconde question derrière cette question, et notamment la question de l'odorat qui pose sens, parce que l'odorat s'appuie sur, vous le savez, sur les récepteurs olfactifs. Vous le savez maintenant à travers ce MOOC, je pense que vous avez pu le découvrir. Derrière les récepteurs olfactifs, il y a un bulbe olfactif, qui est une partie du cerveau qui est amenée à traiter le signal qui est reçu. Et ce bulbe olfactif est un bulbe qui se régénère très bien. C'est pour cela, notamment, que l'on utilise l'aromathérapie, l'olfactothérapie pour traiter des accidentés de la route, des gens qui éventuellement ont subi des AVC ou des maladies dégénératives, parce qu'on s'est aperçu que la neurogénèse de ce bulbe olfactif était relativement active et qu'elle permettait notamment de récupérer beaucoup plus vite, une forme de, je dirais, de kinesthésie de l'esprit. Il y a une plasticité du bulbe olfactif qui est assez importante, qui permet de récupérer assez vite et notamment de rattacher des souvenirs. Donc on s'est aperçu notamment que lorsqu'on traitait des malades d'Alzheimer, notamment pendant quelques semaines, quand je dis qu'on les traitait, quand on les active, quand on les force à faire travailler leur esprit, eh bien, on obtient de très bons résultats. Et certains retrouvent la parole. Malheureusement, au bout de quelques jours, quand on ne travaille plus ces derniers, eh bien, on perd exactement le produit du travail. Voilà. C'est pour ça que je voulais répondre à cette question qui me semblait intéressante sur l'essence sémoussile avec l'âge. À la fois ils s'émoussent et à la fois ils font partie de la plasticité cérébrale. Et donc santé tout. D'autres questions, Jean-Pierre? Est-ce que l'ISIPCA propose des formations sur l'aromathérapie? Nous avons des aromathérapeutes qui interviennent dans nos formations, effectivement. Je pense à Patti Canac, qui est un nom dont vous avez entendu parler, probablement, que vous pouvez retrouver sur Internet. Je pense à Sabine Camus-Lorénal, dont vous pouvez également retrouver dans nos enseignements. Ils sont deux aromathérapeutes. Voilà. Peut-on commencer une carrière de parfumeur à 48 ans? Why not? Il n'y a absolument rien qui vous empêche effectivement de commencer une carrière à 48 ans. Ne vous inquiétez pas, je ne relayerai pas votre question à votre employeur. Déjà, j'ignore quel est votre employeur. Donc, oui, bien sûr, vous pouvez commencer une carrière de parfumeur à 48 ans. Au contraire, je pense que d'avoir de la maturité est une bonne chose. Je crois qu'il faut être passionné. Ce qui est important, c'est d'être passionné par ce que l'on fait et de se lever tous les matins en se disant on a l'impression de parler à l'ami chinois. Que faut-il faire pour mettre toutes ces choses de son côté pour intégrer les IPCA? Eh bien, déjà, je dirais que le fait de faire ce MOOC
est à mon avis une bonne introduction en matière, puisque l'olfaction est tout de même quelque chose qui est transversal à la parfumerie, à la cosmétique et aux arômes. Je pense que si vous avez en plus quelques connaissances en chimie, je dirais, ou des bases scientifiques, je pense que c'est aussi extrêmement, à mon avis, mieux. En tout cas, vous raccrocherez plus facilement ces connaissances aux enseignements des ICA, et il en faut un minima. Maintenant, faut-il absolument être chimiste pour devenir parfumeur? De nombreux parfumeurs vous diront le contraire. Donc, pour mettre toutes ces chances de son côté, eh bien aujourd'hui, je dirais qu'il faut être motivé avant tout et avoir acquis un minimum de culture en matière de parfumerie, de cosmétique ou d'arôme, ou sur ces trois univers en même temps qui sont quand même très transversaux et très complémentaires. Et je dirais qu'il faut s'intéresser à ce milieu, s'intéresser aux marques, s'intéresser aux ingrédients, s'intéresser à ce qui se fait et donc sentir en permanence et découvrir en permanence ce qui fait, je dirais, toute la richesse de ce sens qu'est l'odorat. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui. Plusieurs personnes demandent que tu répètes le nom des aromathérapeutes. Ah oui. Alors, je répète le nom des aromathérapeutes. Vous avez Patty Canac, P-A-2-T-Y, Canac, C-A-N-A-C, qui est une aromathérapeute assez réputée, qui intervient notamment à l'hôpital, j'ai un doute, mais je crois que c'est l'hôpital de Garches, et qui intervient auprès de personnes qui ont été accidentées, voilà. Elle a écrit plusieurs livres, où elle a participé à plusieurs ouvrages en la matière. Et vous avez Sabine Camus-Le Rénal, Sabine Camus, C-A-M-U-S, qui est également aromathérapeute et qui intervient également auprès de la même population. Voilà, je pense essentiellement à ces deux personnes qui interviennent dans nos formations initiales, c'est-à-dire les formations en faveur de nos étudiants, mais qui interviennent également en formation continue. Et la formation continue, donc, en faveur des collaborateurs d'entreprise qui souhaitent découvrir, appréhender, compléter leurs connaissances en parfumerie, en cosmétique ou en arôme. Et donc, nous organisons différentes formations pour le compte soit d'entreprises, soit pour le compte de collaborateurs qui souhaitent à un moment donné engager une reconversion, par exemple, ou découvrir le monde de la parfumerie parce qu'ils s'y intéressent et veulent en faire un second métier, voire une passion à terme. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pour conclure, tu peux rappeler les enseignements qui participent à cette première webconf du 12. La prochaine webconférence du 12 décembre aura lieu donc dans les mêmes conditions avec les mêmes outils. Par contre, Marlène Stéger, qui était la pilote technique du MOOC, ainsi que Cyril Santerre, que vous avez vu dans certaines vidéos du MOOC, notamment toutes les vidéos sur les analyses physico-chimiques et la chimie d'une manière générale, ces deux intervenants seront présents à l'occasion de cette webconférence du 12 décembre prochain. Voilà, je souhaite que vous soyez à nouveau nombreux pour faire un point et n'hésitez pas entre-temps à nous poser toutes les questions qui pourraient vous traverser l'esprit. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Bonne soirée à tous, à très bientôt et puis bien écoutez, à bientôt sur le forum de discussion parce que je vous vois assez quotidiennement actuellement. À très bientôt, au revoir et bonne journée. Bonne soirée plutôt. Au revoir.